La France n'a rien à envier aux plus grandes universités américaines. Ah oui. Si tu veux, je prends mon mandat de gestionnaire d'entreprise en tant qu'entrepreneur. Si ton client se pointe devant ton investisseur et lui dit, voilà, ce que fait Kenny, je l'achète, c'est fini, ta levée de fonds, ta levée de fonds est bouclée. Salut Samy. Salut Kenny. Tu peux te présenter? Samy Slim, donc je suis directeur général de Téléhouse en France. D'accord. T'as quel âge? J'ai 37 ans. La petite particularité, c'est que t'es le plus jeune, c'est ça? Oui, pour le moment, ça va pas durer longtemps. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur technico-commercial chez SFR. Téléhouse était un client de SFR et c'est comme ça que j'ai re-rencontré Téléhouse. J'étais stagiaire chez Téléhouse 3 ans avant de rentrer chez SFR. Ok, sacré parcours. Voilà comment l'histoire s'est faite. Et t'as fait quoi comme étude, Samy? J'ai fait grandes écoles d'ingénieurs en fait, de télécom à Paris. Ok. Après avoir fait beaucoup de maths, j'ai fait maths sup, maths spé. Ok, d'accord. En école préparatoire. Ok. Et en fait, avant ça, j'étais en Tunisie, j'ai fait toutes mes études. Ok, d'accord. Et concernant ton aventure chez Téléhouse, tu mettais la main à la pâte avant d'avoir... Oui. J'étais vraiment dans la technique. J'ai eu la chance de faire plusieurs métiers, donc beaucoup de métiers terrain, donc notamment technicien data center, notamment à câbler. T'étais vraiment technicien? Technicien, je faisais de la soudure de fil. Magnifique, super. Après, j'ai fait plein d'autres métiers, plutôt dans le commercial, dans le marketing, dans la finance, dans la stratégie d'entreprise. Pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et j'ai vu que tu avais fait des études aussi aux États-Unis. Tu en as fait un petit peu en France, mais tu en as fait aussi aux États-Unis. Est-ce que ça t'a donné des tips sur le management en règle générale? Parce qu'ils sont assez bons, les Américains, en termes de management, en termes... C'est vrai. En fait, pendant mon double diplôme donc aux États-Unis, j'ai passé pas mal de temps là. T'es resté combien de temps? Je suis resté 1 an. 1 an aux États-Unis. La France n'a rien à envier aux plus grandes universités américaines. Ah oui. En termes de niveau académique pur. Ça veut dire qu'on est arrivé là-bas, pour donc ma promotion, on était des brutes en maths, en physique et en... donc on était très très bons académiquement. Sauf que la grande différence, elle est plutôt culturelle. Ça veut dire que tu arrives dans un campus déjà multidisciplinaire, donc tu n'as pas que des matheux, alors que nous, dans nos grandes écoles, tu as plutôt des gens qui sont dans la même discipline que toi. Donc ça, déjà, c'est une richesse en soi, de rencontrer des gens qui vont t'apporter autre chose que ce que tu as l'habitude de voir. Tu trouves une philosophie, un esprit extrêmement positif, toujours optimiste. Alors que tu sors en France d'un espèce de déclinisme ambiant, tu as toujours l'impression que rien ne va. Je suis complètement d'accord avec toi. Et que tout est pessimiste. Les États-Unis, ce sont des gens culturellement et foncièrement optimistes. Beaucoup plus que les Européens. Il y a un changement qui s'opère, en tout cas chez moi, ça a changé la manière de voir l'entrepreneuriat. En fait, être entrepreneur, c'est d'abord être optimiste en fait. T'arrives à déléguer un petit peu toi ou pas? Maintenant oui, de plus en plus. Avant tu n'y arrivais pas? J'ai envie de dire qu'en fait, déléguer est une compétence. En fait, ça s'apprend. Parce que naturellement, on a tous, je pense en tout cas, un besoin de contrôle sur les choses. Et sauf que ça nous limite. Forcément, il y a une limite de temps pour tout le monde, il y a une limite de quantité de travail. Et le fait de déléguer, en fait, ça crée la magie justement de pouvoir se libérer du temps, de se reposer sur quelqu'un d'autre ou sur des processus, sur d'autres supports qui permettent quand même au travail d'être fait sans que tu sois toi en train de le faire. C'est vrai. Mais quand c'est pas toi qui le fais, c'est jamais bien fait. C'est jamais fait comme tu veux que ça soit fait. C'est l'erreur justement. Il faut combattre ce sentiment-là. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on baisse d'exigence. Un directeur général de Téléhouse, pour toi, c'est pareil que d'être entrepreneur ou pas? C'est pas pareil. Gestionnaire et entrepreneur, c'est pas le même métier. La preuve, tu trouves souvent des fondateurs de grandes entreprises qui ne sont plus CEO de leur propre boîte. Sauf que moi, je me bats contre ça. Moi, je pense que les meilleurs gestionnaires d'entreprise sont leurs fondateurs. Ou on dit autrement, parce que moi je ne suis pas fondateur de Téléhouse, je n'ai pas cette chance-là. D'ailleurs, je suis beaucoup plus jeune que l'entreprise. Mais si tu veux, je prends mon mandat de gestionnaire d'entreprise en tant qu'entrepreneur. Tu as la même réflexion qu'un entrepreneur. Voilà, je considère que c'est mon entreprise et que c'est à moi de la faire croître. C'est à moi d'en faire quelque chose qui
qui crée de la valeur pour les clients. Et c'est pour moi ça la définition d'un entrepreneur. Est-ce que tu as déjà réfléchi d'être à ton propre compte, de vraiment d'être entrepreneur, toi, Samy? Oui, bien sûr. Puis c'est quelque chose qui forcément m'attire parce que c'est une aventure extraordinaire. Maintenant, le poste que j'ai me permet d'avoir ces sensations entrepreneuriales-là. Donc j'ai presque envie de te dire que j'ai eu la chance de concilier. Malgré toi, ouais, carrément. Donc j'en profite. Ouais, t'en profites. Et concernant les levées de fonds, etc., tu maîtrises un peu le sujet ou pas? J'ai pas fait de levée de fonds moi-même en tant qu'entrepreneur. Maintenant, je fais partie d'un groupe international dans lequel, en fait, tu fais des levées de fonds internes, quoi. Ça veut dire que... c'est toi qui vas pitcher ton projet pour... Ce que tu vois là, fallait le financer. Okay. Le terrain acheté, là, regarde ces magnifiques barbelés. Carrément, ce qu'a dit Amel, c'est un ancien site militaire. C'est un site militaire. Et donc, il fallait convaincre des investisseurs japonais, qui sont donc notre groupe, notre maison mère, de venir investir ici, dans les Yvelines, un data center, enfin construire un data center sur un site comme celui-ci, qui est une infrastructure militaire, et donc il a nécessité plusieurs centaines de millions d'euros, et que ça c'est une levée de fonds. C'est toi qui t'en es occupé du pitch ou pas de Mali? En tout cas, j'étais dans l'équipe. Sérieux? On n'est jamais seul dans ce... Ça va être dingue de pitcher à sa propre boîte, d'investir dans un... Mais c'est beaucoup plus facile. Ben, disons que il nous demande aussi, un groupe comme le nôtre demande ses filiales partout dans le monde de ramener ce genre d'opportunités, de venir les voir avec une bonne utilisation de leur capital, notamment sous forme d'outils industriels comme celui-ci. Donc à partir de ce moment-là, quand on leur présente le potentiel qu'il y a ici, dans le sud de la région parisienne, et ce magnifique site qui se prête à notre activité de 66 000 m², déjà préconnecté en énergie, stratégiquement situé dans le sud de Paris. Mais tu vas nous expliquer après pourquoi Manille, parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi vous avez décidé de vous installer sur Manille et pas... Je sais que vous avez le centre sur Voltaire. Voilà, on a le centre historique, mais l'avenir c'est ici, on en parlera si tu veux, on en parlera. Mais tout cela, effectivement, se pitch à un investisseur. Tu as des conseils à donner à des entrepreneurs qui souhaitent pitcher leur projet, que ça soit dans la start-up ou ça soit leur projet même en interne, à tes équipes s'ils doivent te vendre quelque chose? Alors, moi j'ai une technique. Dis-nous. Pour pitcher. Dis-moi. En fait, l'idéal, c'est quand c'est pas toi qui pitch, c'est tes clients qui le font. Ouais, qu'ils soient prescripteurs de ta solution. Oui. Mais en fait, si tu réponds à une demande client, le client le verbalise, te le dit, ce qu'on appelle dans le monde entrepreneurial le proof of concept, la manière de prouver qu'il y a un marché. Si ton client se pointe devant ton investisseur et il lui dit, voilà, ce que fait Kenny, je l'achète, je le précommande, c'est fini, ta levée de fonds, ta levée de fonds est bouclée. C'est le banquier ou c'est plutôt le leveur qui va venir te voir et pas l'inverse. Et donc moi, je conseille souvent aux entrepreneurs de faire cela, c'est-à-dire de faire parler leurs clients sur la fin presque qu'ils ont du produit que toi, tu vas lancer en tant qu'entrepreneur. Et donc, je me l'applique avec les data centers. De quoi ils ont besoin, d'un point de vue technologique, technique, d'un point de vue timing. Et toute cette voix client, je la transmets telle qu'elle à mon investisseur en disant, voilà, c'est pas Samy Slim qui parle, c'est le client. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ta dernière grosse levée, elle a été d'1 milliard d'euros ou pas? Alors, voilà, là, on a une enveloppe d'1 milliard d'euros dédiée à l'Europe. Ok, c'est impressionnant. 1 milliard d'euros sur 5 ans. Sur 5 ans? Voilà. Putain, ça devait être fou quand ça a été signé. Quand ça a été acté. Eh ben, je dirais que ça correspond aussi à la volonté de la maison mère de s'étendre massivement et de suivre le boom du numérique. Finalement, on suit un petit peu les téléphones. Oui, bien sûr, exactement, tout à fait. Plus il y a ces usages-là, plus les data centers comme celui-ci vont finalement croître. Et c'est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Et tu te rappelles de ta première levée de fonds au sein de Telehouse ou pas? Alors, j'étais analyste à l'époque, l'un des jobs que j'ai occupé. Chez Telehouse, c'est analyste dans le département financier où j'étais rattaché à Londres. Et bon, alors c'était pas pour Paris, c'était pour justement une extension de notre data center anglais. Et c'était ma première, je dirais, on va appeler ça levée de fonds, mais en tout cas... Tu peux nous dire elle était de combien ou pas? C'était du même ordre, enfin non, du milliard aussi. Pas de milliard, pardon. C'était du même ordre que ce qu'on est en train de sortir ici, ça veut dire un petit peu moins de 200 millions d'euros. C'est ouf. Pour sortir l'extension, qui est maintenant d'ailleurs, ça y est, vendue et exploitée à Londres. Je sais que c'est relou qu'on te mette souvent dans la posture du jeune nord-africain qui est venu en France où ça a été compliqué, etc. Mais est-ce que tu l'as ressenti? Parce que moi, clairement, je ne l'ai pas ressenti en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans ce schéma-là, qui est, en tout cas pour moi, c'est pas du tout mon vécu. J'ai vécu mon arrivée en France et mon expérience, mon installation en France, comme n'importe quel Français. Bien sûr. Et de manière tout à fait épanouissante, tout à fait... Et t'as jamais
perçu ou tu n'as jamais ressenti une barrière de tes interlocuteurs ou autres? Absolument pas, au contraire. Je pense en tout cas avoir eu la chance de bénéficier d'un très très bon accueil, que ce soit dans mon parcours académique, dans la grande école que je veux rejoindre, mais aussi dans mon parcours en entreprise. On est tous son propre frein et son propre facteur limite. Si on décide, mais vraiment on décide dans sa tête de lever cette limitation-là, on peut aller là où on veut. Bien sûr, exactement, je suis d'accord avec toi. Et quel que soit l'endroit par où on a commencé en fait. Donc c'est une question de trajectoire, il y en a qui zigzaguent, il y en a qui vont tout droit. Peut-être un petit peu travailler un peu plus que les autres aussi. C'est la base. Ça, c'est la base, clairement. En fait, on n'a rien sans rien. Là, pour le coup, il n'y a pas de magie en fait. Alors, il faut être honnête, il y a beaucoup de chance dans la vie également. Mais tu penses que tu en as eu de la chance ou pas? J'en ai eu beaucoup. C'est vrai? J'en ai eu beaucoup. À mon avis, maintenant avec le recul, une partie de cette chance-là est provoquée par deux choses. Un, la prise de risque. Si on reste dans son coin, qu'on ne prend pas de risque, on n'aura jamais de chance, c'est pas possible. Bien sûr. Il faut s'exposer aux opportunités pour saisir les chances qu'il y a dans ce monde. Deuxièmement, je pense qu'il faut, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut être optimiste dans la vie. Si on est très pessimiste, négatif, et qu'on perçoit les choses de manière toujours un petit peu négative, quoi, on ne peut pas être confronté à la chance.